Notre métier n'est pas uniquement de taper des lignes de code. Et encore heureux d'ailleurs, puisque les LLM le font déjà bien mieux que nous. Avant de coder, il nous faut répondre à plusieurs questions. Et il faut bien remarquer qu'avec l'expérience, le nombre de questions à répondre tend à augmenter. Mais alors, quelles sont les bonnes questions à se poser? Faut-il tendre à réduire ces questions? Et surtout, trop de questions ne seraient-elles pas le frein à l'innovation? Pour répondre à ces questions de questions, je ne reçois pas Socrate, mais elle s'y connaît en question. Céline, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Céline, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? D'accord. Donc, Céline Louvet, je travaille chez Shine. Je suis lead dev, je suis dans une équipe dédiée au back-office, donc au support client principalement. Moi, je suis dans le dev depuis beaucoup trop longtemps, et beaucoup trop longtemps au sens où j'ai plus envie de compter. Et en fait, moi, je suis spécialisée en stabilité des applications. Voilà. C'est la recherche du zéro bug ou la recherche de comment faciliter le traitement d'un bug. Ça arrive, on en fait, mais en effet, zéro c'est mieux. Et quand il y en a, comment est-ce qu'on fait? Voilà. Et sur tout type de techno, t'es plutôt back-end, tu disais, c'est ça? Ouais, moi je suis plus back-end. Depuis quelques années, je suis plus sur du Node. Mais bon, c'est le marché qui fait ça. Mais globalement, back-end, ouais. On se voit du coup aujourd'hui pour parler donc, de toute cette phase de réflexion avant de commencer à coder. Je ne sais pas trop par quel biais le commencer parce qu'il y a tellement d'aspects. Je vais juste du coup m'accrocher à ce que tu viens de dire sur cette recherche de stabilité, sur comment est-ce qu'on peut traiter un bug qui arrive. On pourrait avoir tendance à se dire que le meilleur moment pour corriger le bug, c'est avant qu'il apparaisse. Donc c'est toute une phase de conception avant qui nécessite d'essayer de border ça. De manière très schématique, même si je me doute un peu de ta réponse. Est-ce qu'on peut imaginer un monde où, si on se pose suffisamment de questions, on peut éviter que le bug se présente? Alors, peut-être. Ça dépend, comme on dit. En fait, je pense que si on se pose pas mal de questions, on va éliminer les plus évidents. Et par bug, j'entends pas forcément un bug au sens technique, mais plutôt un besoin fonctionnel qui n'a pas été identifié, ce genre de choses. En se posant ces questions-là, on va réussir à affiner le besoin, on va réussir à y répondre correctement, et ainsi de suite. Il y a un moment où on aura toujours des flous, et là, il va falloir se lancer et essayer. Mais c'est évident qu'il y aura des trucs qu'on aura ratés. Ouais. Toujours. Et pour toi, du coup, cette phase de réflexion et de questionnement, toi, j'avais choisi comme titre de cet épisode de réfléchir avant de faire. C'est quoi, toi, est-ce que tu as une checklist? Est-ce que tu as des trucs à faire? Ou est-ce que pour toi, c'est quand même relativement dépendant du contexte, du métier, du projet? J'imagine que c'est un peu de tout ça à la fois. Ouais, c'est un peu de tout ça. Moi, j'ai des habitudes. Je pose beaucoup de questions aux autres. Quand je me pose des questions, je les pose aux autres. Voilà. De préférence en direction du métier ou en direction des utilisateurs si j'en ai, c'est encore mieux. Mais du coup, je vais aller poser mes questions, je vais essayer d'obtenir des réponses. Potentiellement, en échange, je répondrai à une autre question. Ça arrive. C'est ma technique à moi. J'ai ce que j'appelle les 5 pourquoi. Quand tu demandes à quelqu'un pourquoi, il va te répondre un truc. Puis plus tu lui demandes pourquoi, plus en fait il va revenir à la raison de son besoin réel, à la racine. À l'essence même de... Ouais, exactement. Et pas à une solution. Ok.
Voilà, c'est ce genre de choses que... Donc moi, je suis une casse-pied à poser des questions. J'en pose beaucoup, mais en général, ça commence à épurer un petit peu la forêt du besoin, quoi. Et une fois qu'on commence à y arriver, après, là, il faut réussir à poser des choses. Et là, ça devient plus compliqué. Mais là, du coup, ce que tu décris, c'est aussi une compréhension métier. Donc, on n'est pas trop dans le... Ce qui ressemble à un contexte où il n'y a pas trop de specs, où tu es obligé d'aller poser la question à des gens pour essayer de comprendre ce qui est vraiment nécessaire. Parce que normalement, c'est la spec qui est censée te couvrir ce genre de... Enfin, dans un monde idéal, c'est la spec qui est censée te couvrir ces choses-là. Moi, j'ai une expression. Souvent, je dis que le monde idéal, c'est là où vivent les bisounours et les licornes. Okay. Voilà. Donc, je pense que ça répond à ta question. Une spec n'est jamais... En fait, toutes les fois, ou en tout cas, moi, j'ai eu une spec, soit elle était incomplète, soit il manquait des cas, soit, justement, c'était une solution et pas un vrai besoin. Il avait déjà été analysé, transformé et compagnie. Donc, ça répond jamais complètement à la situation. Et donc, même quand j'ai des specs, je pose des questions, en fait. Ouais. C'est un peu mon truc. Mais en effet, ces dernières années, j'étais plus dans des situations où le besoin était connu, mais pas complètement. On en cerne l'utilité pour l'utilisateur. Dans mon cas actuellement, c'est le support client. Donc, on sait ce qu'ils veulent faire, mais eux-mêmes ne savent pas forcément non plus très bien comment ils veulent le faire. Okay. Typiquement, quand on a des réglementations, des choses comme ça, comment est-ce qu'on répond à une réglementation ? De quoi on a besoin, en fait ? Et là, on va remonter dans des questions. Et des fois, quelqu'un qui ne connaît absolument pas le sujet, genre moi, je vais poser la question qui va mener la personne qui est censée connaître le sujet à vraiment s'interroger et se dire « Ah, j'ai peut-être raté quelque chose ». Et voilà, moi je pose des questions bêtes et naïves. Ouais. Oui, je pense que il faut pas hésiter à poser des questions bêtes et naïves, parce qu'effectivement, ça te permet d'identifier soit parfois des cas qui n'ont pas été anticipés. Tu as une boucle de if, et puis en fait, il y a le dernier if qui n'est pas envisagé. On fait quoi si jamais le client, machin, enfin bref. Ça, je suis effectivement assez aligné. Mais pour me faire un peu l'avocat du diable, est-ce que en commençant plus vite à coder et en présentant plus vite quelque chose à ton demandeur ou ta demandeuse, enfin bref, aux gens ou avec tes clients, tu peux pas déjà commencer à éprouver un truc et c'est aussi un moyen, entre guillemets, de poser une question, c'est-à-dire de mettre face à quelqu'un quelque chose qui ne répond pas exactement à ce qui était prévu. Oui, tout à fait. Alors, ça dépend, je pense, du contexte. Là, par exemple, je parlais du contexte chez Shine, qui est du légal. On peut difficilement répondre à moitié à la loi. Voilà, il faut y répondre complètement. Donc, ce truc-là, il faut qu'on l'ait cadré avant d'essayer d'y répondre autant que possible. Autant le besoin de l'utilisateur, enfin de la personne en face, peut être fluctuant, et donc là, on peut proposer des choses. Autant le besoin de la loi, il est cadré, en fait. Ouais. Et sur cette réflexion sur le besoin, l'essence même, qu'on disait tout à l'heure de ce besoin, donc toi, aujourd'hui, tu es lead dev côté back-end. Comment tu fais pour concilier quand tu as un besoin qui t'est exprimé, qui va couvrir en fait un spectre de techno et tu vois, extrêmement vaste, qui va peut-être aller au-delà du back-end, peut-être toucher aussi bien le front, la base de données, enfin je sais pas quel est votre stack et comment ça s'organise, tu vois, mais de commencer à impacter beaucoup de choses, où tu te retrouves à interagir avec des équipes qui ont peut-être pas les mêmes process, méthodes ou expertise. Oui, alors en fait, moi j'ai un job qui est un peu difficile à définir parce qu'il s'adapte plus ou moins autour de moi. J'ai un rôle assez transverse dans mon équipe. Justement, je réponds à ces questions-là précisément, en fait. C'est-à-dire que je suis peut-être moins opérationnelle que mes collègues qui sont là dans du développement quotidien, plus dans de l'analyse, de la discussion avec les autres pour faire coïncider des choses, en fait. Actuellement, il s'avère qu'on a une chance, c'est qu'on a globalement presque tous les mêmes méthodes. C'est beau.
ils ont réussi à faire ça. Toutes les équipes, ouais. Alors, on n'est pas tous complètement carrés. Il y en a qui font du shape-up, d'autres qui font du Kanban, du Scrum. Voilà, il y a un peu de tout. Chacun essaye son truc. Mais globalement, côté dev, on a des process on fait beaucoup de choses par de la démocratie, en fait. Okay. Donc, voilà, quand on a des besoins comme ça, on dit, j'ai ce besoin-là, dans vos équipes, qui ça intéresse de m'écouter, expliquer le truc, et de voir si j'ai pas raté quelque chose. Ok. Voilà. Donc, en fait, ça se fait en bonne entente et bonne intelligence. Assez bien, oui. C'est assez, je le vois pas souvent, ce genre de choses. Mais là, ça fait plaisir, quoi. Dans cette réflexion, donc là, on a évoqué plus un aspect, on va dire, fonctionnel ou métier. Parce qu'en fait, il y a quand même des points, moi, que j'aurais envie de creuser encore un peu, c'est que, mais qui peut-être nous donne une transition vers l'après. Moi, je te rejoins sur la compréhension métier. Je suis un grand défenseur du DDD, le Domain Driven Design, qui pour moi est un moyen justement pour obliger toute l'équipe de dev à s'intéresser au métier et à utiliser le même langage que le métier, donc de ne pas oublier le pourquoi on fait ça, en fait. C'est ce que tu évoquais un peu sur le compilé qu'on faisait juste avant, sur l'épisode de Quentin. C'est de ne pas perdre de vue le besoin client. Et je pense qu'il est nécessaire que tous les membres d'une équipe de dev gardent ça en tête, c'est cette connaissance client et ce fait qu'on fait quelque chose qui doit être utilisable par des gens derrière, quoi. Oui, tout à fait. Personnellement, je suis convaincue aussi. En fait, pour moi, la tech n'est pas la tech en soi, en fait. Personnellement, j'y vois pas d'intérêt. J'ai besoin de répondre à un besoin, à quelqu'un qui émet un besoin, et comment est-ce qu'on répond à sa question, comment est-ce qu'on lui fournit quelque chose pour l'aider, en fait, au sens ultra large du terme. Clairement, pour moi, c'est l'utilité de ce qu'on fait, et je pense qu'on est tous, il faut qu'on soit tous plus ou moins alignés, au moins dans la direction. Après, il y a des petites... chacun a plus d'affinité avec différents sujets, mais ça, c'est l'humain, on va dire. Et donc, dans cette phase de réflexion et d'analyse qu'il faut faire avant de coder, ça veut dire que dans ton onboarding, sur toute l'équipe de dev, il y a une période qui est attribuée à la compréhension du métier, du contexte, de l'environnement, qui est aussi une phase de réflexion, mais bien avant tout choix d'implémentation de techno ou de codage, quoi. Ouais, clairement. Alors moi, je suis plus habituée ces derniers temps à être dans des équipes en place. Donc on a une phase où en effet il faut prendre en main le métier de la demande qui potentiellement est nouveau, ou au contraire c'est de l'existant et on revoit il faut comprendre ce qui existe déjà, potentiellement qui a été perdu ou qui a été mal fait, ou voilà, il y a plein de trucs qui existent comme ça. Donc il y a toute cette phase en effet de compréhension auprès des différents membres de l'équipe du besoin, en fait. Je reviens toujours là-dessus, je pense que je me répète beaucoup, mais globalement on doit passer par une phase où on se pose la question vraiment de tout ça, en fait, comprendre les autres, faire ce qu'on appelle du shadowing aussi, voir les utilisateurs utiliser, et puis regarder tous les trucs où nous on a mis des raccourcis, où ils s'en servent jamais, en fait. Ce genre de choses, quoi. Je pense que c'est important. Ouais. Une fois qu'on s'est posé toutes ces questions-là, fonctionnelles, qu'on a la connaissance métier, on est prêt à coder, tu penses ? Moi, je te dirais bien non, mais il y a des gens qui diraient oui. Non, je pense qu'il y a un petit peu de débroussaillage peut-être à faire par-dessus. De dire, OK, pour répondre à ça, on va faire comme ça. C'est important de commencer à définir un petit peu des idées, des principes. Après, si ce qu'on a défini n'a pas de flou, je pense qu'on peut se lancer et démarrer, en fait. La question, c'est est-ce qu'il y a du flou ? Et ça peut être un flou fonctionnel ou technique. Mais on va faire comme ça, ou tu vois, ces premiers choix techniques. Toi, tu as des règles ou des façons de faire sur comment choisir la techno, comment choisir une implémentation, comment... Ah non, j'en ai pas précise, en fait. Les gens vont être extrêmement déçus en sortie de cette réponse, mais j'ai beaucoup de choses que je fais au feeling et à l'expérience, en fait, passée.
Moi, je dis souvent qu'une expérience, c'est un exemple d'un truc, réutilisable ou pas. On apprend des choses qu'on peut réutiliser après. C'est un peu ce que Quentin disait dans son épisode. On peut réutiliser ce qu'on apprend et du coup, là-dessus, je trouve ça, c'est ce qui me sert à monter mes premiers choix très rapidement en fait. Il y en a qui sont évidents parce qu'on les fait toujours comme ça et il y en a d'autres qui sont moins évidents. Et là, on se pose des questions. C'est la phrase on fait toujours comme ça qui me fait tiquer un peu parce que si tu es dans une démarche à ce point-là effectivement de réflexion et de questionnement, pourquoi ne pas questionner ce qu'on fait toujours comme ça? Il y a peut-être un moment où c'est peut-être bon de changer. Des fois, il faut avancer. C'est peut-être ça la limite, justement, qu'on disait entre trop réfléchir, justement. Il y a des choses, si on sait faire avec ce qu'on a, peut-être que des fois, il faut quand même tenter de l'appliquer avec ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà en main, et essayer d'avancer. Et voir après, en fait. On ne peut pas tout imaginer, en fait. Même les gens les plus pessimistes imagineront pas absolument tous les problèmes qu'on peut avoir en prod. Il faut les rencontrer des fois. Oui, clairement. Ok, j'entends. Et d'ailleurs, je vais rajouter un truc. Je sais pas si tu connais Pareto. Oui, je suis un grand fan de la loi de Pareto. Ouais, ça rentre en général dedans, en fait. Pas complètement, mais c'est plus ou moins là-dessus qu'il faut... Au cas où il y a quelques personnes, donc la loi de Pareto, c'est la fameuse loi des 80-20. Je te laisse peut-être un peu plus développer comment tu l'utilises au quotidien. En fait, Pareto, c'est de dire qu'il y a 80% du besoin qui peut être accompli avec 20% d'efforts. Et par contre, les 20% restants vont demander 80% d'efforts. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un point à atteindre qui s'atteint très vite. Et après, ce qu'on va faire par-dessus, ça va être de l'énergie, beaucoup d'énergie. Cette loi vient du commerce, je pense, à l'origine. Côté dev, elle va s'appliquer sur un projet. Toutes les fonctionnalités, là, justement, dans les petits coins, peut-être qu'elles ne servent à rien. Pareil, le code ultra ultime, peut-être qu'il ne sert à rien aussi. En fait, des fois, il faut juste s'arrêter avant et se poser la question de est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que c'est un cas fréquent? Est-ce que c'est juste pas un corner case qu'on peut traiter à la main? Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de code en fait? Alors peut-être que justement, du coup, peut-être qu'on va confronter un peu nos idées sur ce sujet, parce que tu parles effectivement de bien réfléchir avant d'écrire. En grande partie, je suis totalement on board. On a parlé du DDD, je pense qu'on a senti qu'on était sur la même ligne. Moi, je suis un fervent adepte de la loi de Pareto, à tel point que moi, quand on me demande de mettre en place une nouvelle feature, une fonctionnalité ou un nouveau truc, vraiment mon optique, c'est je consacre 20% du temps à construire une feature, ce qui va couvrir 80% des use cases. On met en prod et on se posera la question des 20% supplémentaires quand ils arriveront. Mais vraiment, dernier moment. Le mur. On voit que le bug se présente de plus en plus. On se dit, OK, maintenant, on va l'adresser. Mais pas avant, en fait, parce qu'il y a des chances que ces 20% ne se présentent jamais, si jamais c'est pas suffisamment utilisé, que ça répond pas vraiment à la demande. Enfin, tu vois, le temps d'ajuster. Ça veut dire que, dans une certaine mesure, j'ai tendance à me dire, OK, on va réfléchir plus tard à tout ça. Et tu vois, alors pas de fuir la réflexion, mais de se dire, OK, on va pusher plus rapidement un truc et on se posera la question plus tard. Ouais, je comprends tout à fait. Moi, j'ai pour principe d'essayer de poser dans les très très grandes lignes l'ensemble, sans rentrer dans les détails. À partir de là, assez rapidement, j'essaye de déterminer s'il y a des endroits où je ne vois pas du tout comment on va faire ou si on a des inconnus. Et en fonction de ces zones de flou, justement, je vais essayer de déterminer si on est dans des cas basiques, nominaux, les 80% en fait, ou si ça rentre justement dans les 20% qui arriveront peut-être plus tard. C'est assez dur à définir, mais si du coup ça rentre dans les 80%, il faut commencer par adresser ces zones de flou autant que possible, quoi. Et si c'est dans les 20%, tu laisses pour plus tard. On verra. Okay. Il n'y a pas d'urgence. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de devs qui transforment le « on verra » par « jamais ».
Oui. c'est autre chose. Mais j'aime bien cette... Alors, ça peut paraître un peu méta de se poser des questions sur les questions pour être sûr que ça vaut le coup d'y répondre. Mais ça a du sens. C'est aussi une manière de ne pas s'embêter à répondre à des questions auxquelles on peut ne pas avoir besoin de répondre, quoi. Ouais, il y a des questions qui sont compliquées à répondre. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'y passer 2-3 jours d'une personne qui va aller fouiller une API dans un petit coin pour un problème, si en fait ça n'arrive quasiment jamais? Ouais. Parce que, je sais pas, par exemple, le document, on peut pas le télécharger à la main à la place. Voilà. Ouais. Un exemple basique. On sent l'exemple un peu vécu, quand même. Il est venu Appel. vite. Il est venu vite, en fait. Il y a un autre aussi point que tu as évoqué tout à l'heure. Tu disais, on ne peut pas anticiper tout ce qui va arriver. Une des raisons, alors là, je pense qu'on est en plein dans ton domaine d'expertise, une des raisons aussi de la dette technique qui s'accumule, c'est qu'on fait des choix d'implémentation à un moment qui s'avère à un moment contraignant à mesure des fonctionnalités, des évolutions qu'on veut mettre en place. J'avais une question qui était intelligente liée à ça, mais je crois qu'elle m'a échappé entre-temps. C'était sur... attends, ma question c'était... oui, voilà, quand tu vas effectivement analyser un besoin client, dans quelle mesure il y a un moment où tu te dis que le besoin, dans le contexte actuel, va demander trop de temps parce que tu as une dette technique qui s'est accumulée et qui fait que ce qu'on te demande là, ça va prendre, on te demande de changer un bouton et en fait ça va prendre une semaine et tu sais que changer un bouton une semaine c'est pas ouf comme deadline et que tu en viens du coup à créer tout un projet de refactoring pour aller réussir à adresser ce truc là et que parfois la question serait de dire bah, peut-être que c'est pas ce besoin là qu'il faut adresser mais plutôt celui-là parce que dans le contexte on pourra le faire plus vite mais du coup c'est pas vraiment le besoin. Dans quelle mesure est-ce que tu peux réajuster, réaligner le besoin de manière justifiée ou non? C'est-à-dire que dire c'est parce que ta stack ne permet pas de le faire, c'est pas forcément justifié comme règle, enfin comme prétexte. Je pense qu'il faut être réaliste. On a tous plus ou moins des deadlines au quotidien. Et il y a vraiment des questions à se poser toujours par rapport à cette deadline. Est-ce que, en répondant aux besoins tel qu'il est, je ne vais pas juste ignorer cette deadline et la dépasser complètement, en fait? Et parfois, on a des choix peut-être un peu sales à faire pour prendre des raccourcis qui répondent en partie aux besoins. Et si ça se trouve, cette en partie suffira largement parce que le reste du besoin était un peu en trop. Et en fait, ça suffit des fois. Mais clairement, il y a un moment, c'est... En fait, moi, mon besoin personnel, ça serait d'aller chercher la qualité, le refacto, comme tu dis. Je tends naturellement vers ça. Et ça me titille régulièrement, on va dire. Et faire un truc qui prend un raccourci, des fois, il faut le faire, il n'y a pas le choix. Je vais essayer d'aller chercher, de comprendre, en fait, un peu le trade-off qu'on va faire en faisant ça. Est-ce que vraiment, en prenant ce raccourci, on répond déjà à une partie du besoin? Parce que si on n'y répond pas, même pas la peine. Est-ce qu'on ne se rajoute pas une énorme dette technique en faisant ça? Est-ce que celui-là, on pourra le faire, mais le suivant, peut-être qu'on va se bloquer complètement et ce sera pire? Cette question, elle est pas vite répondue, justement, comme dirait l'autre. Ouais. C'est un choix qui reste difficile. Il est clairement en fonction de qu'est-ce que tu acceptes comme point négatif en échange. Dans cette réflexion que tu mènes, il y a aussi une composante d'expérience qui est quand même hyper importante parce que, mettons, tu n'as pas une organisation à disposition qui te permette de mettre le doigt sur des choses que tu n'aurais pas forcément vues, parce que faire le choix conscient de se dire là je fais un raccourci, à quel point est-ce qu'il est dégueulasse, à quel point est-ce qu'il nous ramène de la dette technique, c'est possible si tu as déjà comme un certain bagage d'expérience et que... Parce que parfois, en fait, on accumule de la dette technique parce qu'on fait des trucs crades sans savoir que c'est des trucs crades, parce que manque d'expérience, parce que nouvelle techno, enfin, il y a des tas de raisons. Tu peux avoir quelqu'un qui a 15 ans d'expérience qui fait un truc crade sans le savoir. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'apanage des juniors, bien évidemment. Mais tu vois, il faut aussi avoir une organisation
qui te permet d'avoir au moins une personne à un moment qui a la capacité de te dire, bah écoute, mon coco, là, t'es en train de te fourvoyer. Oui, quand on l'a, c'est mieux, Mm. clairement. J'ai oublié les noms, mais il me semble qu'il y a plusieurs types de dettes. Et là, je vais élargir, je vais pas garder juste le mot technique. Pour moi, la dette, elle vient de beaucoup d'endroits. Elle vient aussi bien du fonctionnel, justement, quand on fait des raccourcis pour répondre à une partie du besoin, par exemple. Des fois, on s'ajoute une dette fonctionnelle. Il y a de la dette d'architecture. On a fait des choix d'archi. On a de la dette de code, au sens pur. On a de la dette... Et je crois qu'il y a aussi, du coup, dans chacun des types de dettes, il y a de la dette anticipée et il y a celle qui apparaît un peu de manière imprévue. Mmh. Et typiquement, ce que tu citais, c'est la dette imprévue, c'est celle que on s'est compliqué la vie sans s'en rendre compte, ou on a fait un truc qui était vraiment trop tordu. En général, ça revient là, hein, c'est le spaghetti qui sert à rien. Et on part dans cette direction, et en fait, on découvre après coup qu'en faisant ça, on s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Et celle-là, on la découvre au moment où la balle arrive, hein, je dirais. Hein. On l'a tous apprise comme ça, je pense. Hein. Oui, il y a un moment, c'est même une fois que la balle est rentrée, c'est-à-dire qu'il y a un serveur de prod qui pète et on se dit « Ah, ok, d'accord, c'est en fait là où il y a un problème. » Ouais, c'est clairement à ce moment-là que c'est trop tard et ça a fait mal, quoi. Tu parlais tout à l'heure de ta phrase sur sur le fait que le monde idéal, c'est là où vivent les bisounours et compagnie. Moi, ma phrase que je répète souvent, qui est un peu dans le même esprit, c'est que la théorie est toujours vraie, sauf dans la pratique. Et pourquoi je dis ça ? Tu nous parles de la dette anticipée. Mm-hmm. La dette anticipée, pour moi, c'est très théorique. C'est-à-dire que beaucoup de gens à ce micro viennent en parler. Dans les faits, sur le terrain, je vois pas souvent des équipes qui sont capables de dire « Oui, là, on fait un truc crade, mais on souscrit à une dette, on le fait de manière consciente, et on anticipe du coup ce qui va arriver derrière. » J'ai plus souvent l'impression qu'il y a ah oui, c'est vrai qu'en fait, on a fait un truc dégueulasse il y a 3 ans et on est en train de le payer maintenant. Tu vois, pour moi, la dette anticipée, c'est de la théorie qui est donc toujours vraie, sauf dans la pratique. Alors, je le vois en vrai. Okay. C'est ça qui est beau. On arrive à le faire. Tu peux me raconter un peu à quoi ça ressemble parce que je ne l'ai jamais vu en fait. On a clairement un moment où on se dit, par exemple, ah bah, on a telle fonctionnalité, on doit lui donner accès qu'à une certaine équipe d'utilisateurs. C'est très fermé. On n'a pas de principe de directory de tous les employés, mais on sait que c'est l'équipe A qui doit répondre, qui doit pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Comment est-ce qu'on fait ? Une dette acquise, acceptée, anticipée, c'est-à-dire je hardcode la liste des noms des gens. Voilà. C'est un truc que j'ai déjà vu. Si tu le fais bien, il est référencé. On engage volontairement un remboursement de la dette après. Ok. Et, des fois, il ne se fait pas, il faut l'accepter. Là, ça, c'est un autre point, parce que le focus du produit, des fois, change, des choses comme ça. Mais par exemple, il y a eu des cas où, par exemple, on va faire un POC pour tester typiquement ce que tu disais, aller vite, répondre à un besoin, voir si ça convient à l'utilisateur. On sait qu'on va le faire de manière assez sale, on va y aller tout droit, prendre beaucoup de raccourcis. C'est de la dette anticipée. Ce genre de choses. On n'en connaît peut-être pas forcément toute la mesure, mais on sait qu'on en a créé une dès le début. Elle est là. Il faut juste accepter de la rembourser automatiquement ensuite. Donc reprévoir un créneau plus tard dans le planning en disant « Ok, le POC, on le reprend et on le jette et on le refait bien. » Donc c'est anticipé sans avoir la mesure totale de la taille de la dette qu'on a contractée à un moment. Une dette, ça génère des intérêts. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on voilà. peut aussi le... tu traînes ça pendant un moment. Et puis, il y a un moment, tu as fait un truc un peu sale une fois, puis la fois d'après, tu n'as toujours pas plus de temps, tu repasses dedans, tu remets un petit if, une belle verrue bien sale à un endroit, et puis tu en remets une autre, et ainsi de suite. Ça arrive. Mais donc, tu as vu des cas où il y a une dette qui est contractée, il y a toute une doc qui est faite autour, on met des warnings partout en mode on sait que c'est dégueulasse, mais voilà ce qu'il faudra faire et c'est prévu à telle date. Enfin, vraiment de manière très très théorique. Quoi. C'est beau. C'est beau, ouais. J'adore. Ouais. Ça fait plaisir. Alors, c'est peut-être parce que c'est moi qui le fais. En tout cas, voilà, moi j'essaye de... quand je sens venir une dette, je vais essayer
documenter autant que possible, au moins qu'on ne l'oublie pas. À défaut d'avoir une solution pour la rembourser facilement, d'avoir un créneau de temps pour la rembourser facilement aussi, ça en général c'est le plus difficile. Mais de se dire, ok, là on a créé une dette, il faudra la rembourser, et on l'a créée parce que. C'est les ADR qui répondent entre autres à ça, Architecture Decision Record, je pense. Je pense que c'est quelque chose de très important. Encore une fois, très théorique. C'est comme la documentation. On ne sait pas le maintenir, ce genre de truc. C'est évident. Le mieux, c'est quand ça vient du code. Mais du coup, idéalement, si on peut avoir un état de pourquoi on a fait ce choix et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le corriger aussi, ça serait bien. Ouais. Et donc, quand tu fais, toi, tes choix d'implémentation, tu essaies de garder tout ça en tête. Enfin, comment tu fais pour combiner tous ces paramètres, parce que ça commence à faire beaucoup de choses quand même. Il y a quand même beaucoup d'éléments, alors déjà à apporter, mais qui après il faut réussir à coïncider. Alors moi j'ai de la chance, j'ai des gens qui me rappellent autour de moi, attention, le projet doit rentrer dans le quarter. Voilà, ça aide beaucoup. Okay. Ça permet à un moment de se dire, ok, on va arrêter de réfléchir, on va essayer, on verra bien. Parce que il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'on va forcément en rater. Il faut pas se voiler la face là-dessus, il faut l'accepter, avancer. Si on les a, tant mieux. Si on les a pas, ça arrive. Et dans ces... Bon, on a évoqué du coup donc, les choix d'implémentation. Il y a aussi les choix de techno. Alors, en général, ce sont des sujets qui arrivent surtout en début de projet. Après, on tend assez peu varier les stacks, mais parfois, on a envie parce qu'on reste quand même des enfants qui aiment les Lego. Hein. Tous les développeurs et développeuses sont quand même des gens qui ont une certaine appétence pour ce genre de gadgets. Tellement. On a parfois envie juste d'ajouter une techno parce qu'on se dit que ça va être plus sympa, plus rapide, plus neuf, plus beau, plus propre que tout ce qu'on avait fait jusque-là. Comment tu fais pour faire rentrer ça dans l'équation ? Tu vois, entre le... c'est intéressant ou ça va coûter trop cher ou ça sert à rien. Comment tu fais pour jauger ce genre de choix-là ? Ouais, c'est... Mais en effet, hein, je suis tombée dedans. Hein, la hype, justement, c'est un truc qui m'est arrivé. Alors, il y a un truc qui peut être pratique à mettre en place. C'est ce qu'on appelle un tech radar. C'est plus ou moins... en effet, tu disais, on a des technostables, des trucs comme ça. Ça dépend, en fait, toujours du contexte. Si on est sur un démarrage, en effet, d'une appli différente du reste et compagnie, bon là, il faut peut-être se poser des questions différemment. Qu'est-ce qui répond vraiment à mon besoin ? Quelle est, voilà, toujours la même question. Pas juste prendre une techno parce qu'elle nous paraît cool. Ouais. Voilà, des fois, ça arrive, hein, on tombe dedans. Mais idéalement, c'est mieux si une techno est prise pour une bonne raison. Une vraie raison, métier. Sinon, en effet, je parlais du tech radar. Quand on commence à être suffisamment nombreux, qu'il y a un SI qui s'établit, que faire rentrer une nouvelle techno, c'est rajouter une brique de maintenance, c'est peut-être des problèmes inconnus pour le futur, ce genre de choses. Je trouve que le tech radar répond bien à ce besoin-là. Le tech radar, on va essayer d'établir suivant... Alors là, les critères dépendent des gens, des sociétés. On a plus ou moins 3 critères, 4 critères. De dire, ok, ce truc-là, ça a l'air intéressant. Ok, on va réfléchir dessus. Celui-là, on le poke, on l'essaye. Celui-là, il est bien. Et puis, bien sûr, le 4e, c'est celui-là, on l'abandonne. C'est celui qui, en théorie, arrive à un moment, quand on a appris de ses erreurs. Voilà. Et une fois qu'on fait rentrer ça, c'est une sorte de radar comme pour les cibles, en fait, tout simplement. Plus on est proche du centre, mieux c'est. Et on a une nouvelle techno, elle arrive par le bord. Et si elle arrive à passer les étapes, elle finit par être établie et choisie. Mais on l'abandonne, c'est sur une techno qui est en cours d'analyse et donc tu l'as poké et tu dis au final ça marche pas, ou c'est une techno qui est déjà dans la stack et il y a un moment il faut se dire allez on passe à autre chose. Les deux sont possibles. Et même les 3, parce que ça peut être une où on a regardé en disant ça a l'air intéressant, de très loin. Et puis finalement de se dire en fait non, ça pose trop de problèmes, ça répond pas à ce qu'on aurait voulu. Du coup,
une techno, en fait, peut se faire remplacer par une autre. On peut se rendre compte des problèmes aussi d'une techno. Par exemple, alors je vais prendre un exemple totalement fictif, mais je suis partie sur des bases de données plutôt NoSQL. Au bout d'un temps, je me rends compte que mon modèle est totalement relationnel. Il y a un moment, il faut accepter et peut-être basculer ailleurs, en fait, et retomber dans du SQL basique, en fait. Tu connais le biais des coûts irrécupérables? Explique. Le biais des coûts irrécupérables, c'est par exemple, imagine, tu as payé une semaine de vacances à 10 000 euros. Tu apprends une semaine avant de partir qu'il y a une tornade là où tu vas et que tu vas passer une semaine coincé dans un hôtel pourri parce qu'il a été dévasté par le truc, mais tu dois rester dedans, machin. Et puis il y a un de tes potes qui te dit bah viens plutôt passer la semaine chez moi, on va bien manger, on va bien s'amuser, on ira à la plage. Donc tu vois, donc tu as d'un côté un voyage que tu as payé 15 000 euros et de l'autre côté le biais souvent c'est de se dire bah non j'ai payé donc je vais y aller. Et dans le monde de l'entreprise c'est bah j'ai déjà dépensé 12 000 euros sur ce projet-là, j'ai déjà investi, donc il faut continuer à investir parce que alors qu'en fait l'argent tu l'as déjà perdu et quoi qu'il arrive tu ne le récupéreras pas, donc autant peut-être mettre cet nouvel argent sur autre chose plutôt que toi quand tu parles de changement de techno bah, y a ce facteur-là. Tu as investi sur du NoSQL. Certes, tu as un modèle qui est très relationnel, mais ça fait déjà un moment que tu payes pour avoir un environnement NoSQL. Tu as ton équipe qui fait plutôt du NoSQL. Tu as quand même toute une spécialité. C'est difficile de faire ce choix de changer du jour au lendemain. C'est ce qui explique beaucoup de projets comme on les connaît en France. Les projets à l'ancienne, là, ceux où on a mis plutôt des millions que des milliers. Et on continue à en mettre parce qu'on n'accepte pas qu'il y a un souci en fait ou qu'il faudrait simplement remplacer le truc. C'est un choix qui est difficile à faire. Il y a de l'argent en compte. Il y a de l'ego aussi en compte. C'est un truc qu'il ne faut jamais oublier quand quelqu'un met de soi dans un projet, il s'investit suffisamment intimement en fait pour avoir du mal à accepter d'abandonner. C'est ce qui m'est arrivé avec la start-up. Ça arrive dans plein de domaines, ce genre de choses. Ouais, mais au-delà de l'ego, dans le cas très spécifique de la techno, tu as aussi dans beaucoup de cas l'équipe qui va avec. Moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir des gens qui me demandaient quelle est la meilleure techno pour faire tel projet. Ma réponse est tout le temps, en fait, la meilleure techno pour ton projet, c'est la techno de ton équipe. Il n'y avait pas l'autre débat. Et du coup, quand tu décides de changer de techno, ça veut dire que potentiellement ton équipe se retrouve obsolète. Et donc des gens qui doivent soit se former, soit aller chercher ailleurs, avec tout ce que ça peut impliquer. Comme, tu vois, tu mets quand même des individus dans une situation d'échec, mine de rien. C'est-à-dire que tu te remets à se former, il faut accepter de se remettre en situation d'échec, d'apprentissage et autres. Ou il faut accepter le fait qu'on est obsolète et qu'il faut aller chercher ailleurs. Enfin, donc il y a quand même une difficulté, mine de rien. Le changement de techno, pour moi, il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi ce côté très humain, en fait, que tu as une équipe entière qui va être impactée par ce choix-là. Oui, tout à fait. Il y a une situation d'inconfort qui se crée et il y a des gens que ça ne dérangera qu'à moitié parce que du coup, c'est l'occasion de réapprendre et de se relancer et de se renouveler. Il y en a d'autres que ça va déranger beaucoup plus. C'est chacun dans son fort intérieur décidera de son propre choix, mais en effet c'est un point important et pareil décider qu'on va remplacer une techno, ça se fait pas du jour au lendemain non plus, il y a un temps, il faut arriver à migrer des choses, plus notre SI est conséquent et plus c'est compliqué en fait. Ouais. C'est difficile à faire malgré tout, et il y a toujours des habitudes qui font qu'on y retourne aussi. Mais je trouve, tu vois, que dans ces projets de migration, trop souvent, on fait un planning qui va prendre en compte le phase-out et phase-in des deux technos. Mais je trouve qu'on ne prend pas assez souvent en compte l'aspect équipe. Sauf quand tu as vraiment des grosses équipes et que tu as toute la stack techno de toute la boîte qui change. Auquel cas, là, tu n'as pas le choix de le prendre en compte. Mais tu vois, moi, j'ai déjà vu des projets arriver où on change... tu changes de techno de base de données par exemple, donc ça paraît minime comme ça, mais en fait tu as quand même une partie de l'équipe qui se retrouve obsolète et qui doit changer. Je trouve que le facteur humain
est pas suffisamment pris en compte sur ces changements de techno, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis après, nous, alors c'est mon biais personnel, hein. Je suis une tech. Je vois la tech avant le, avant le reste. Mais en effet, l'humain reste important. Et c'est quelque chose, on ne réalise pas en fait. On a potentiellement dans les équipes des personnes aussi en reconversion Mhm. qui se sont formées sur la stack interne. On change un truc, ces personnes repartent de zéro en fait. Pas complètement. Mais la deuxième fois, c'est mieux que la première, comme on dit. Ouais. Mais ils repartent quand même de loin, en fait. Il faut réapprendre des choses. C'est sûr que l'humain est mis en danger par ce genre de choses. Ouais. Ouais. On a évoqué du coup tout un spectre de questionnements à avoir avant de se lancer dans le code. Comment tu fais pour transmettre ce questionnement-là aux personnes les plus jeunes? Moi, de mon expérience, de ce que j'ai vu, souvent les plus jeunes ont tendance effectivement à se lancer tête baissée dans le code parce qu'on a l'impression que c'est... et je le faisais aussi quand j'étais plus jeune, hein, c'est pas le sujet. Et tu vois qu'avec l'expérience, les gens ont tendance à se dire, ok, attends, je vais réfléchir, on va se poser. Est-ce qu'il y a un moyen d'accélérer cette transition de la fougue de la jeunesse vers la sagesse de l'ancienneté? Je sais pas si la sagesse c'est mieux, parce que des fois, nous, on est. Enfin, moi, je suis des fois en mode lent, en mode hey, on va trop vite, ralentissons. Mais c'est une question qui est complexe. Et à part échanger avec la personne en question, pour la former progressivement, répondre à ses questions, dessiner des choses. Moi, j'aime bien dessiner. Je dessine beaucoup ce dont on a besoin, l'état actuel, ce qui se passe pour amener de l'un à l'autre. Ça parle beaucoup plus aux gens. Et du coup, quand on commence à représenter les choses, on voit des gens qui allaient partir tête baissée en terrain connu, qui tout d'un coup découvrent qu'il y a des bouts du dessin qu'ils ne connaissent pas. Et c'est intéressant Moi, je le fais beaucoup comme ça, en fait. Mais en effet, à part de l'accompagnement personne à personne, je vois pas de solution là, comme ça. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir un baptême du feu sans se brûler? Je pense pas, mais c'est rare, ce serait beau. Mais je pense que la personne à qui ça arrive, je suis contente pour elle. Donc tu penses que tous ces questionnements-là, en fait, on les acquiert forcément parce qu'à un moment, on a pushé un truc en prod et que ça tombe, parce que on réalise qu'on a accumulé une dette technique, parce qu'on a fait des mauvais choix et qu'on se retrouve dans les... Donc tu penses qu'on on ne peut on ne peut acquérir cette réflexion-là qu'au travers l'expérience douloureusement acquise? Je pense, c'est très personnel, mais de dire que, en fait, si tu atterris dans une situation qui est déjà idéale, tu ne t'en rendras pas forcément compte. Et du coup, tu as peut-être déjà des trucs comme ça autour de toi, mais tu le sais pas. Et c'est le jour où on te les enlève, où tu vas ailleurs typiquement, que là tu fais « Ah, ce truc-là, ça marchait bien en fait. Ah tiens, ça c'est mieux par contre. » Voilà, c'est en allant rencontrer d'autres choses que tu peux comparer. Et je pense qu'il faut des gens pleins d'expérience pour dire « Attention, ce truc-là, on va se prendre un mur quoi qu'il arrive. » Je sais pas quand, mais il va arriver. Peut-être que la personne qui n'a pas l'expérience, qui n'a jamais eu ce problème-là, ne rencontrera pas le mur. Ouais. Mais je dirais que c'est presque du hasard. Mais c'est très personnel comme opinion. Mon opinion s'est forgée justement par la quantité d'exemples différents que j'ai pu voir en fait. J'ai beaucoup d'expériences différentes derrière moi. J'aimais bien changer à une époque. Donc ce qui m'a permis d'acquérir pas mal d'exemples différents, de voir ce qui marchait à des endroits, ce qui marchait et ainsi de suite. Et une chose est sûre, c'est que j'essaye de garder en tête ce qui ne marche pas. Ce qui marche, ça dépend des gens et du contexte. Ce qui ne marche pas est un peu plus fiable, je trouve. Ouais, je vois. Et effectivement, comme tu le dis, parfois on est dans un contexte hyper favorable et on s'en rend pas compte avant
dans un contexte un peu moins favorable, on se dit ah ouais, en fait, il y avait ça. C'est des petits trucs des fois. C'est l'outil de DX, développeur expérience, qui nous aide. C'est une techno où, en fait, elle est plus agréable que l'autre. C'est le nouveau framework JavaScript qui vient de sortir, qui en fait est pas si mal que ça. Je viens de dire n'importe quoi avec cette phrase, mais c'est pas grave. Mais globalement, oui, il y a des fois, c'est en changeant vraiment qu'on peut comparer les choses, en fait. Je vois pas autrement. C'est vrai que je pense qu'un de mes 5 meilleurs moments de ma carrière de CTO, parce que moi j'imposais quand même certaines règles sur la qualité du code, sur les nomenclatures, sur le DDD, sur des façons de faire. J'étais assez pointilleux parce que j'avais une vision, que j'ai encore d'ailleurs, de ce qu'est la maintenabilité du code et d'éviter d'accumuler des techniques. Et je me souviens qu'il y avait un junior qui en avait marre un peu de cette surveillance en permanence, on peut le dire, hein, toute cette nomenclature, toutes ces règles que j'imposais, et qui est parti, et que j'ai revu 6 mois après, et qui m'a dit ouais non, en fait c'était quand même vachement bien en fait comme contexte, que j'ai vu du code ailleurs maintenant, et c'est catastrophique, quoi. Donc c'est vrai que j'entends ce que tu dis sur ces bons environnements où parfois on le perçoit comme étant pas bon, et puis une fois que tu vas te confronter à autre chose, tu fais ah ouais non, en fait c'était pas mal, quoi. Ouais, si je prends un exemple du quotidien, tu poses ta main sur la plaque électrique. Des fois elle est éteinte, tu te brûles pas. Des fois tu te brûles. Et tu peux le savoir qu'elle est en marche que le jour où tu te brûles, en fait. C'est bête, mais c'est un apprentissage. oui. Pour terminer, sur toutes ces phases de questionnement, comment tu fais pour les remettre elles-mêmes en question? Tu vois, de te dire à un moment, faut peut-être changer de question, peut-être changer de paradigme, ou peut-être juste on passe trop de temps à se poser des questions et il faut peut-être faire plus. Ou au contraire, là, on passe pas assez de temps. Enfin, tu vois, comment tu... Là, on est sur du très méta, parce qu'on a déjà parlé de questionner les questions, mais de vraiment questionner tout le questionnement. Ouais, j'essaye de... En fait, moi, je suis quelqu'un qu'on peut remettre facilement en question, justement, à condition d'avoir des arguments en face qui s'enchaînent. Je reste rarement sur mes positions. Par contre, il faut que l'autre arrive à argumenter la raison de pourquoi lui pense que c'est mieux. Si il n'y arrive pas, je pense que je vais rester sur mes convictions personnelles. Par contre, si on arrive à m'argumenter, il n'y a aucun souci. Je bascule très rapidement, très facilement de manière de faire. Et j'essaye aussi de faire de la veille en conférence. Des gens, des meet-up, des choses comme ça. Essayer de garder un œil autour de moi. Voir un petit peu ce que les autres font. Et il faut quand même s'en méfier. Parce que des fois, on se lance dans des trucs. On trouve ça génial. Et puis 6 mois plus tard, on va dire que c'est pas la bonne manière de faire. Un exemple, les microservices, par exemple. Toute la polémique qu'il y a eu il y a quelque temps avec, je crois que c'était AWS Photo, ou un truc comme ça, qui disait qu'en fait, ils étaient partis en microservices et c'était une erreur. Ouais. Voilà. Donc, même les trucs qui sont rodés et compagnie, des fois, ne correspondent pas. Donc, il faut accepter, en fait, d'avoir quelqu'un... Souvent, c'est les nouveaux, d'ailleurs, j'ai remarqué. Ils sont utiles, les nouveaux. Ils débarquent, ils ont des questions basiques. Et c'est celles qu'on a oubliées. C'est celles qu'on se posait au tout début et qu'on a appris à ignorer parce que c'est la vie. Il faut avancer, justement. Et les nouveaux débarquent et ils nous reposent les mêmes questions du tout début. Et on se dit, mais oui, en effet, t'as raison. Mais pourquoi? La réponse, c'est parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais est-ce que c'est une bonne réponse? Voilà. En effet. Alors, je suis désolé parce que j'ai eu un message en même temps dans le live. Alors, je réponds dans le chat parce que sinon, ça va pas être intéressant pour les gens qui vont écouter après le podcast derrière. En tout cas, merci beaucoup pour toute cette discussion. Je vois que l'heure tourne. Tac, il faut que j'active ça. J'aurais 2 dernières questions pour toi, Céline, qui sont les questions rituelles du podcast. Okay. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs? Alors, en général, j'ai des contenus que j'aime beaucoup. Typiquement, j'ai souvent... Alors moi, je fais un peu de front. Ça m'arrive. Je suis assez
Je fais beaucoup de choses différentes. Je suis un mouton à 5 pattes, voire plus. Mais du coup, par exemple, on prend une techno React et on met Awesome derrière. Et ça va nous amener à souvent une page correspondant avec des librairies, des petits frameworks pour React, mais qui répondent à des petits besoins, genre le truc de date, genre un truc numérique. Voilà, tous ces trucs-là, les gens les référencent. Donc, techno, Awesome, il y a Vue Awesome, React Awesome, il y en a plein des comme ça. Et aussi... Mais ça, c'est dans l'environnement JS, je crois, excusez-moi. Entre autres, ouais, moi je le connais dans l'environnement JS, parce que je baigne dedans. Je ne sais pas si ça existe sur d'autres choses, mais j'aime beaucoup l'idée. Donc si ça se trouve, essayez PHP Awesome, je ne sais pas, il y a peut-être des trucs. Sinon, il y a un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Code Suzette. Je redonnerai le lien au propre, qui est fait par une amie. Elle l'a fait principalement parce qu'elle était en reconversion et noyée dans de la documentation et plein de trucs à lire partout. En fait, elle voulait apprendre des choses, mais il y en avait tellement qu'elle se perdait un petit peu. Et donc, elle a fait un site qui référence tout ça. Et c'est assez trié, c'est assez organisé. Je crois qu'elle ne l'a pas encore maintenu à jour récemment, parce qu'il date il y a quelques mois, je crois. Peut-être 1 an maximum. Donc, elle essaye de le maintenir, mais je ne sais pas à quel rythme elle le maintient. Mais néanmoins, ça peut être intéressant quand on veut découvrir des trucs, en tout cas. Voilà. Canon. On mettra bien évidemment un lien en description de cet épisode pour que l'on puisse le trouver facilement. Et dernière question, qui est la question la plus importante de ce podcast. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Alors moi, je fais du JS, enfin du TypeScript. Je fais des espaces. Très bien. Merci beaucoup, Céline. Merci. Et merci à tous d'avoir écouté et